présent. Je ne vous vois plus. Si, tout va bien. On continue, d'accord. Donc oui, on va peut-être faire un petit tour de table rapide pour commencer à se présenter. Donc Cyril, à toi l'honneur. Oui, donc bonjour à tout le monde. Cyril Hu, je suis le responsable du service études au sein d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et donc Agnès Hulin, je suis responsable du service partenariat innovation. Vous avez été accueilli par Julie Go, donc je te laisse te présenter, qui va être notre maître webinaire et maître du temps aujourd'hui. Ben voilà, tu as tout dit. Si jamais vous avez des soucis techniques, surtout n'hésitez pas dans l'onglet de discussion. Je pense que maintenant, on commence tous à maîtriser Zoom. Mais n'hésitez pas, en bas de votre écran, vous avez un onglet de discussion. Donc, si vous avez des soucis, surtout, n'hésitez pas à envoyer un petit message. J'essaierai de vous débloquer. Et puis, si vous avez des questions tout au long du web séminaire, surtout, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on y répondra ultérieurement. Donc, Madame Vacheron, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Aurore Vacheron, je suis à la DREA Nouvelle-Aquitaine sur le site de Poitiers au sein du service environnement industriel et je suis la correspondante qualité de l'air pour la région. Monsieur Garcia, je fais dans l'ordre des vignettes. Bonjour, Gilles Garcia, DREA Nouvelle-Aquitaine, chef de projet climat et en charge notamment du suivi des plans climat, air, énergie territoriaux. Et Madame Hennebel. Oui, bonjour, donc Pauline Hennebel de la métropole européenne de Lille. Je suis à la direction transport et je suis chef de projet, donc des projets zones à faible émission et projet éco-bonus. Merci. On va pouvoir commencer. Donc le plan, on vous l'avait transmis. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu le point sur les ZFE et plus largement sur la loi d'orientation mobilité qualité de l'air, l'implication dans les PCET, en se centrant quand même malgré tout sur ces zones à faible émission mobilité. Donc, à commencer par une présentation de l'ADREA, donc sur la loi d'orientation des mobilités, ensuite plus détaillée sur les contenus des études réglementaires et études d'opportunité dans les ZFE. Un exemple sur Bordeaux Métropole et ce que Atmo a pu réaliser pour Bordeaux Métropole, et puis un exemple plus détaillé sur la mise en place d'une ZFE, donc sur la métropole de Lille. Donc, je vais commencer par passer la parole donc, à Madame Vacheron et à Monsieur Garcia donc, pour la première phase, et je vous laisse le partage d'écran. Merci. Alors, je me fais juste mon partage d'écran. Et j'ai affiché comme ça. Voilà, donc hop, on va faire une présentation donc, avec Gilles Garcia. Je vais commencer de mon côté par des éléments de contexte assez généraux hein, sur la qualité de l'air, mais qui permettent d'expliquer pourquoi en fait on a toutes ces actions en cours sur lesquelles en effet les collectivités ont des choses à faire. La qualité de l'air aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu majeur pour la santé et pour l'environnement. Alors pour la santé en premier lieu, puisqu'on sait que les polluants atmosphériques ont des effets sur l'être humain, avec des effets immédiats qui ont lieu après des expositions de courte durée aux polluants et des effets à plus long terme, après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie. Aujourd'hui, on sait que les effets prépondérants de la pollution de fond ont lieu par rapport aux différents pics de pollution. Certaines catégories de population sont plus sensibles que d'autres à cette pollution atmosphérique. Voilà, donc les populations plus sensibles étant les jeunes enfants, les femmes enceintes, les fumeurs, les malades du cœur, les asthmatiques. Voilà, donc pour toutes ces personnes, voilà, les pics de pollution peuvent être compliqués, mais la pollution chronique est également un vrai souci. La qualité de l'air, donc, c'est un enjeu majeur pour la santé de l'être humain, mais c'est aussi un enjeu majeur pour notre environnement. On a beaucoup moins d'études aujourd'hui documentées sur ce sujet, mais voilà, on s'y intéresse de plus en plus. Et on sait que les polluants atmosphériques ont des effets, par exemple, sur le bâti,
donc sur les caractéristiques des matériaux, ont des effets sur l'agriculture. Alors, l'agriculture, elle se trouve à la fois impactant et affectée par la pollution de l'air, et puis également des effets sur les différents écosystèmes. Donc, enjeu majeur pour la santé et pour l'environnement, avec voilà, des chiffres clés qu'il est bon d'avoir en tête. Le coût annuel estimé de la pollution de l'air en France, c'est autour de 100 milliards d'euros. Donc ça, c'était un chiffre qui était sorti lors d'un rapport d'une commission d'enquête en 2015, avec également un chiffre à retenir qui est de l'ordre de 48 000 décès prématurés par an. Voilà, donc ça, c'était une étude qui datait de 2016 de Santé publique France. Donc ça représente quand même 9% de la mortalité, et c'est la troisième cause de mortalité prématurée aujourd'hui en France. On estime tout ça une perte d'espérance de vie à 30 ans qui peut dépasser 2 ans. Puisque c'est devenu un enjeu sanitaire majeur, et que les polluants atmosphériques voyagent, des réglementations internationales, européennes et plus locales ont été édictées. Donc on a des conventions internationales, et puis on a surtout donc des directives européennes qui viennent donner différentes obligations aux États membres. Ces directives fixent des obligations en matière de réduction des émissions nationales, et fixent également des valeurs limites en termes de concentration de différents polluants. Ça se traduit ensuite par des obligations de mise en place de systèmes d'inventaire nationaux d'émissions des polluants atmosphériques, par la mise en place d'un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, donc c'est le fameux PREPA. Ça se traduit également par des obligations donc, de surveillance de la qualité de l'air, des obligations d'information du public, et des obligations de respect des normes sanitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de respecter ces normes sanitaires, voilà, avec des objectifs qui peuvent parfois paraître difficiles à atteindre. Et donc, on a différentes procédures de contentieux actuellement. Donc, certains qui sont engagés par la Commission européenne. Donc, on a aujourd'hui pour l'État français donc, un contentieux relatif aux oxydes d'azote. Voilà, avec une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne d'octobre 2019, avec une mise en demeure qui a été adressée à l'État français en décembre 2020. Alors, ça concerne certaines zones en France. Donc, vous pouvez constater qu'on n'a pas de zone en Nouvelle-Aquitaine, et c'est une bonne chose. Voilà, mais il faut rester vigilant, essayer de maintenir ce fait. On a également un précontentieux relatif aux particules fines. Alors, ça ne concerne pas non plus la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, donc, on a des contentieux au niveau devant les juridictions françaises, donc avec des différentes décisions du Conseil d'État. La dernière de juillet 2020, qui a ordonné à l'État de mettre en place des mesures nécessaires donc, dans différentes zones françaises parce qu'il y avait encore des dépassements de seuil de valeur limite réglementaire. Et puis, on a eu tout récemment, donc ça n'apparaît pas sur cette diapositive, on a encore eu tout récemment une décision du Conseil d'État, le 1er juillet 2021, qui enjoint également l'État à prendre des mesures afin d'atteindre l'objectif d'une baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, donc avec un délai fixé à 9 mois. Donc voilà, c'était un peu pour refaire un peu le contexte et ce qui peut expliquer voilà, pourquoi on demande ensuite différentes actions locales pour respecter toutes les obligations réglementaires donc, qui sont fixées soit au niveau international, soit au niveau européen, soit au niveau français. Je vais passer la parole du coup à Gilles. Oui, alors
J'active mon partage d'écran. Voilà, donc le contexte qu'a présenté Aurore a conduit le législateur dans le cadre de la loi d'orientation et mobilité à prendre des mesures qui s'appuient sur un dispositif préexistant, dispositif réglementaire, qui sont les plans climat, air, énergie territoriaux. Alors, comme leur nom l'indique, ces plans devaient traiter la question de la qualité de l'air, c'était une obligation. Par contre, ils n'avaient pas tellement d'obligation de résultats ni de moyens. C'est-à-dire on est obligé de parler de qualité de l'air dans les PCAET, mais sans vraiment être tenu d'obtenir des résultats, ni de les quantifier. L'article 85 de la LOM vient corriger, si on peut dire, cette limite en relevant considérablement le niveau d'exigence. Alors, pour les EPCI de plus de 100 000 habitants et ceux couverts par un plan de protection de l'atmosphère, c'est-à-dire finalement, ça vise les zones urbaines qui ne sont pas forcément en dépassement, mais pour lesquelles il peut y avoir des problèmes de qualité de l'air, pollution atmosphérique. Qu'est-ce qu'on leur demande? Tout d'abord, on leur demande une obligation de résultat, de réduire les émissions de pollution atmosphérique selon une trajectoire au moins aussi exigeante que celle du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. On verra sur la diapo suivante ce que ça signifie. Et d'autre part, de respecter les normes de qualité de l'air, c'est-à-dire les normes relatives à la santé humaine, dans des délais aussi courts que possible, au plus tard en 2025. Alors, ces plans pour la qualité de l'air, ils ont des objectifs biennaux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une trajectoire avec des bornes tous les 2 ans. Et si ces objectifs ne sont pas atteints, le plan doit être renforcé sous 18 mois. Alors, le prépa, sur ce schéma, vous voyez un peu les objectifs qui se fixaient. Alors, ce sont des objectifs de réduction en pourcentage des émissions de polluants avec une base de 2005. La référence est l'année 2005. Vous voyez en bleu-violet les objectifs à 2010. À 2030 et en vert les objectifs à 2020 et les barres qui sont représentées là, vous voyez les progrès qui ont été réalisés en 2010 en bleu et en 2014 en rouge. Alors on voit qu'il y a certains polluants sur lesquels les progrès ont été assez considérables, notamment le dioxyde de soufre. En revanche, sur les oxydes d'azote qui vont être une de nos préoccupations, ces progrès n'étaient pas suffisants pour atteindre les objectifs 2020 et la marche est encore plus haute pour les objectifs 2030. Sachant que ce sont des polluants, notamment le dioxyde d'azote, qui est pour les 2/3 imputable au trafic automobile, on voit l'intérêt des zones à faible émission mobilité dans ce contexte. Alors, je passe vite sur les autres polluants. On vous transmettra de toute façon les diapositives, vous aurez le temps de les examiner de plus près. L'autre volet en termes d'obligation de résultats, ce sont les objectifs de qualité de l'air. Donc, je vous les ai représentés là, je ne vais pas les détailler. Simplement, il faut savoir que ceux que j'ai surlignés en jaune, ce sont ceux qui pourraient rendre obligatoire la mise en place de zones à faible émission mobilité s'il y a des dépassements sur ces valeurs limites. Pour ce qui est des moyens, donc on l'a dit, il est demandé d'étudier la création d'une zone à faible émission mobilité pour les EPCI concernés. Alors, étudier, ça veut dire qu'on réalise une étude d'opportunité destinée à montrer s'il est pertinent ou pas pour atteindre les objectifs précédents de créer une ZFE. Alors, ZFE, nos collègues d'ADMO le développeront, il s'agit de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans un certain périmètre. L'article 85 de la LOM demande d'anticiper aussi un renforcement de ces restrictions. Donc, il y a un plan pluriannuel de réduction de la circulation des véhicules les plus polluants. Et également de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. Alors ces publics, ces établissements, ce sont tous ceux qui reçoivent des enfants, depuis la crèche jusqu'au lycée. Ce sont les établissements sanitaires, hôpitaux, cliniques, les établissements recevant des adultes handicapés, des personnes âgées et les équipements pour l'activité sportive de plein air.
Bon, je passe très vite sur cette diapo, on en reparlera plus tard. Hein. C'est la définition d'une ZFE à faible émission mobilité, zone à faible émission mobilité, qui repose en France sur les vignettes critères. Ce sera développé plus loin. Pour ce qui est de l'exposition des établissements sensibles, je vous ai mis là une petite illustration de ce qu'on peut faire. C'était réalisé par Atmo hein, sur le Bordeaux Métropole, qui a croisé les dépassements de la valeur limite annuelle de dioxyde d'azote sur la métropole et les établissements sensibles. Donc la cartographie des différents établissements sensibles, ce qui permet de faire apparaître les établissements concernés et d'agir notamment en termes de trafic de proximité autour de ces établissements. Bon, c'est une illustration de ce qui est attendu dans ces études. Pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai représenté là les EPCI concernés, hein, donc plus de 100 000 habitants et entre 20 000 et 100 000, mais dans le périmètre d'un PPA, avec l'état d'avancement actuel des PCAET. Donc vous avez des PCAET approuvés, des PCAET arrêtés, des PCAET en cours d'élaboration. Selon le niveau d'avancement des PCAET, le traitement, la prise en compte de ces dispositions de l'article 85 de la LOM sera peut-être un peu différent. On va y venir ensuite. Voilà, là j'ai mis le détail, le tableau des EPCI concernés. Alors, les données de population, effectivement, elles permettent de déterminer ceux qui sont concernés. Et puis, il faut quand même mentionner que la loi climat-résilience en cours de discussion, elle prévoit que, alors il faut voir ce qui sortira des débats parlementaires, mais enfin, dans l'état actuel des choses, elle prévoit que les EPCI de plus de 150 000 habitants, enfin les agglomérations de plus de 150 000 habitants seront obligées non seulement de réaliser l'étude d'opportunité, ZFE mobilité, mais également de la mettre en œuvre. Donc, on voit également sur ce tableau qui pourrait être concerné en Nouvelle-Aquitaine. Alors très rapidement en termes de procédure, pour ce qui concerne les PCAET, on a les PCAET en cours d'élaboration. Alors bon, ça ne pose pas de problème de procédure, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais il suffit d'intégrer dans les travaux en cours l'élaboration d'un plan d'action pour la qualité de l'air. La loi prévoit que l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air est consultée en amont et ce plan d'action pour la qualité de l'air est intégré dans le projet de PCAET avec la procédure habituelle hein, que j'ai représentée ici, donc transmission du projet de plan notamment à la préfète de région et au président du conseil régional, à l'autorité environnementale, une fois que les avis ont été récoltés, participation du public par voie électronique, prise en compte des observations et adoption du PCAET. Bon, quelque chose de classique pour les PCAET, en intégrant le plan d'action pour la qualité de l'air. Autre cas de figure, les PCAET déjà approuvés et qui disposeraient d'un plan d'action pour la qualité de l'air. Bon, cette situation, elle est, en Nouvelle-Aquitaine, elle est tout à fait théorique parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de PCAET disposant d'un plan d'action pour la qualité de l'air. Pour être précis sur ce qu'on entend par plan d'action pour la qualité de l'air ou plan d'action air, il s'agit d'un plan clairement identifié, donc distinct du programme d'action, en tout cas bien identifié dans le programme d'action du PCAET, qui s'appuie sur un diagnostic à la fois de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques, du potentiel de réduction, avec des actions qui sont quantifiées en termes de résultats, et qui permet en principe d'atteindre les objectifs mentionnés plus haut. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de PCAET intégrant un tel plan d'action pour la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine, mais je vous ai quand même mentionné, toutes fins utiles, la procédure qui vise les PCAET dans cette situation. Et puis une situation que, là par contre, on a quelques PCAET en Nouvelle-Aquitaine qui sont déjà approuvés, mais qui ne disposent pas d'un plan d'action pour la qualité de l'air. Donc là, on va partir sur une révision partielle du PCAET, c'est-à-dire qu'il faudra, après avoir consulté Atmo, élaborer ce plan, le soumettre à l'avis du préfet de région, du président du conseil régional, à l'avis de l'autorité environnementale, à la consultation du public, et ensuite, après prise en compte des observations, délibérer pour approuver ce volet
qualité de l'air du PCAET. Donc c'est finalement la même procédure que l'élaboration du PCAET, mais limitée au volet qualité de l'air du PCAET. Je ne serai pas plus long sur ces aspects de procédure. Je pense qu'ils soulèveront pas mal de questions, mais on essaiera d'y répondre peut-être dans la séance de questions et puis au-delà, dans les semaines et les mois qui viennent. Alors j'ai envie de vous suggérer tout de même quelques pistes pour creuser ces sujets. Je voulais vous signaler l'existence d'un réseau national des champs d'expérience sur les zones à faible émission mobilité, qui a été créé par l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet qu'elle avait lancé en 2019 pour la création de ZFE volontaires. Vous pouvez, alors ce réseau rassemble pas mal de collectivités, pas mal de représentants de DREAL, des représentants de l'ADEME. Je vous invite à rejoindre ce réseau. Il y a de la documentation, un forum, matière à échange. Pour cela, vous pouvez contacter Chantal Derken, l'ADEME. Elle vous fera bon accueil et vous intégrera dans ce réseau. Et puis quelques lectures, donc le guide d'accompagnement de mise en place des ZFE qui a été publié par le ministère de la Transition écologique au mois de décembre dernier, 2 études réalisées par Atmo Nouvelle-Aquitaine sur Bordeaux Métropole, l'une sur l'étude de préfiguration de ZFE mobilité, l'autre sur l'exposition des établissements sensibles. Bon, ça donne une idée de ce que représentent ces exercices. Nos collègues en Île-de-France, donc des services régionaux de l'État, l'équivalent de l'ADREAL, ont réalisé une foire aux questions sur les PCAET et ces fameux plans d'action pour la qualité de l'air. Alors, elle est assez précieuse parce qu'ils sont un peu en avance sur nous, hein, même beaucoup. Vous ferez tout de même attention parce qu'il y a des particularités à la région Île-de-France et à la métropole du Grand Paris. Néanmoins, il y a des réponses à pas mal de questions qu'on peut se poser en termes de procédure, notamment pour les PCAET. Et puis nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes ont réalisé tout récemment 2 webinaires. Alors, vous trouverez facilement la référence du premier qui est plus général, mais celui du 1er juillet portait précisément sur les études d'opportunité des ZFE mobilité. Les présentations sont à votre disposition sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite à les consulter. C'est aussi assez riche d'enseignements. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce que Gilles et Aurore viennent de nous présenter. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Après, si d'autres questions vous viennent au fil du webinaire, on prendra quelques minutes pour vous répondre. En tout cas, ça a l'air bon pour vous. Ah si. La base 2005 n'étant pas connue, il nous faut s'appuyer sur les diag qualité de l'air réalisés lors de l'élaboration de notre PCAET. Quel pourcentage appliqué? Vous voyez la question, Gilles et Aurore? Je la vois, mais je ne suis pas certain de la réponse. Est-ce que Atmo ne dispose pas justement de ces données 2005? Alors Atmo Nouvelle-Aquitaine a normalement les inventaires 2005 pour les agglomérations. Alors là, je vois pas, j'avoue, je vois pas dans le chat de quelle agglomération il s'agit. Sur Niort, on a les valeurs d'émission 2005. On vous entend assez mal, Agnès, excusez-moi, mais je pense que c'est les... on va rapprocher le micro. Oui, donc Atmo Nouvelle-Aquitaine dispose du bilan. Alors, il faudra reconfirmer avec les inventoristes, mais on a, normalement, Atmo Nouvelle-Aquitaine, oui, dispose des bilans d'émissions pour 2005 sur l'agglomération de Niort. Alors, nous avons une autre remarque. Est-ce que c'est une question? Pour information, Grand Angoulême vient de lancer un marché pour la révision du SCOT Valent PCAET, l'élaboration du PLUI Valent Plan de mobilité. Une étude d'opportunité pour la création d'une ZFEM a donc été intégrée dans le CCTP.
Oui, alors merci beaucoup pour cette information et je pense que si vous vouliez bien partager votre cahier des charges, ça intéresserait pas mal de monde. J'ai déjà eu des demandes en Nouvelle-Aquitaine, mais même au-delà, au niveau national, ce type de démarche est encore assez rare et je pense que pas mal de collectivités seraient intéressées par un partage des clauses techniques, en tout cas relatives à ce cahier des charges. Alors, on demande, Christine Cornu nous demande si, pour le PACA, c'est la même procédure que pour le PCAET. Consultation PPA et consultation du public. Oui, tout à fait. Hein. C'est donc PPA, il y a une liste dans la réglementation, mais c'est avant tout préfecture de région et président du conseil régional, autorité environnementale, et une fois que ces avis ont été récoltés, consultation du public, prise en compte des observations des uns et des autres et approbation définitive. Donc c'est effectivement une procédure complète, on va dire. Alors dans le cas, je pense qu'il s'agit de Périgueux, du Grand Périgueux, c'est un PCAET qui est déjà approuvé, donc c'est une révision partielle qui porte uniquement sur ce plan d'action pour la qualité de l'air, hein, non pas sur l'ensemble du PCAET. Néanmoins, c'est l'ensemble de la procédure qui doit être reprise, appliquée à ce volet qualité de l'air. Alors, plusieurs questions. Alors, pourquoi un délai si court avant le 1er janvier 2022 ? Bonne question. Je pense qu'il y a urgence à regarder contentieux, parce qu'il y a des amendes assez monstrueuses à la clé. Bon, la loi d'orientation de la mobilité, elle a été promulguée en décembre 2019, donc on pourrait dire qu'on avait quand même un peu de temps pour faire le travail. Bon, là, je suis conscient que si on lance les travaux maintenant, bah, c'est court, oui, effectivement. Le législateur en a décidé ainsi. On ne vous entend plus, Julie. Ah, pardon, j'ai pas cliqué, excusez-moi. Nous avions également, alors c'est pas une question, c'est une remarque de David Robin qui pour l'agglo de La Rochelle, est intéressé pour lire des cahiers des charges ayant déjà mené leur étude. Donc si vous aviez des choses à lui transmettre, je pense qu'il serait intéressé. Et une dernière question de Christine Cornu, et après on va passer à la suite. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra à la fin. Existe-t-il une liste de bureaux d'études non exhaustive ? Alors je ne sais pas, je vais répondre non. On n'a pas de liste de bureaux d'études définis. Voilà. Dans certains domaines, on peut avoir des bureaux d'études qui sont qualifiés pour faire certaines études, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas d'exigence particulière. En tout cas, ce n'est pas écrit dans les textes réglementaires. Donc, voilà, c'est à vous de prendre un bureau d'études qui sera compétent pour réaliser ces études-là. Mais voilà, on ne peut pas vous donner de liste de notre côté. Bon, je vais prendre une minute supplémentaire parce qu'il y a quand même des questions qui s'enchaînent, mais après on va passer. Simon Luthereau qui nous dit que le prépa dispose-t-il d'objectifs biannuels? Sinon, une procédure de révision partielle est-elle également prévue? Monsieur Garcia, vous n'avez pas mis votre micro. Ah, pardon. Oui, non, le prépa, à ma connaissance, mais vous me corrigerez si je dis des bêtises, ne dispose pas d'objectifs biannuels. Hein. Et en revanche, effectivement, les plans d'action pour la qualité de l'air des PCAET doivent vérifier tous les 2 ans si les objectifs sont atteints ou pas, et s'ils ne sont pas atteints, ils doivent renforcer les mesures en question. Alors, dans la mesure où il y a déjà un plan d'action pour la qualité de l'air dans le PCAET, on n'est pas sur une procédure de révision. On est dans le cas des diapos que je vous ai montré, où on peut simplement notifier au
aux différentes parties prenantes les mesures de renforcement qu'on a prises et si les différentes parties, et notamment la préfecture de région, est OK avec ces mesures et considère que ça ne modifie pas l'économie générale du PCET, il est modifié sans passer par la procédure de révision. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce qui était pratiqué dans d'autres régions. Alors, désolée Madame Cornu et Monsieur Chopin, je garde de côté vos questions, on y répondra à la fin. On va essayer de passer à la suite, mais n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, on y répondra après. Donc, je vais laisser la parole à Agnès pour la suite. Donc merci. Donc on va après cette introduction générale sur le cadre, la loi LOM et les PCAET, on va vraiment revenir dans le cœur du sujet, donc des ZFEM. Donc cette diapositive, vous l'avez déjà vue, mais cette fois on va rentrer un petit peu plus dedans. Donc les zones à faible émission. Vous m'entendez bien déjà? On t'entend, mais par contre je ne suis pas sûre que tu aies partagé quoi que ce soit. Ah bon? Vous ne voyez pas mon écran? Non. Alors, on y va là, oui. Ça devrait être bon. C'est bon, là, cette fois-ci, merci. J'ai un message comme quoi j'ai été déconnectée. Vous me confirmez que je suis toujours là? Très bien. Oui, c'est bon. Donc, les zones à faible émission mobilité, donc la définition officielle, ce sont des territoires dans lesquels est instaurée une interdiction d'accès. Le cas échéant, c'est-à-dire une possibilité sur des plages horaires déterminées pour certaines catégories de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d'émission et donc qui ont un impact nocif sur la santé des résidents de l'ensemble du territoire. Comment on détermine ces catégories de véhicules en France? C'est à travers le système des vignettes critères qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Le classement des vignettes critères, donc il correspond à une numérotation. Donc on commence par les véhicules les plus vertueux, donc qui sont les pastilles vertes, qui correspondent aux véhicules 100% électriques et hydrogène. Ensuite, donc la catégorie 1, les véhicules gaz et les véhicules hybrides rechargeables, et également les essences en Euro 5 et Euro 6 à partir du 1er janvier 2011, donc sorties à partir du 1er janvier 2011. Donc ensuite, ça se différencie entre véhicules essence et véhicules diesel en fonction des différentes normes auxquelles les motorisations donc des véhicules qui correspondent donc à leur date de production sont associées. Les critères 4 et 5 correspondant aux véhicules considérés les plus polluants, donc Euro 3 et Euro 2 pour les diesels, et puis tous les véhicules qui sont avant le 31 décembre 1996. Donc, les ZFEM, donc le cadre vert, qu'est-ce que c'est qu'une ZFEM? Donc, c'est une zone qui comporte des voies routières où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte de manière pérenne selon des modalités spécifiques définies par la collectivité. Tout ce que n'est pas une ZFEM, donc ce n'est pas une seule voie interdite, ce n'est pas, pardon, des voies interdites à la circulation, ce n'est pas une voie piétonne, ce n'est pas une piste cyclable, ce n'est pas un dispositif de péage urbain, ce ne sont pas des mesures de restriction mises en œuvre uniquement lors des épisodes de pollution, ce ne sont pas des interdictions de circulation ciblées en fonction de l'origine géographique des véhicules, ce n'est pas une zone apaisée, donc avec, je pense que vous connaissez, avec des vitesses réduites en deçà vers les 30 ou 20 km/h. Et ce n'est pas une zone à trafic limité, comme on peut voir ça c'est quelque chose qui peut exister dans d'autres pays européens. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui est concerné donc, par les ZFEM? Donc ça, c'est ce qui a été présenté par Monsieur Garcia. Donc la mise en place d'une ZFEM est obligatoire dès que les normes de la qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Et elle peut également être créée de manière volontaire sur les agglomérations et sur les zones comportant un plan de protection de PPA, adopté en révision ou en projet. En revanche, les études d'opportunité, donc les études d'opportunité, ce n'est pas la mise en place obligatoire d'une ZFEM. Une étude d'opportunité, c'est simplement se poser la question et faire une étude pour voir quel serait l'apport d'une ZFEM.
Ça, c'est obligatoire dans le cadre des PCAET pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou celles de plus de 20 000 habitants couvertes par un PPA. Tout ça, c'est ce qui a déjà été présenté donc, dans la loi LOM. Donc, les territoires qui ont l'obligation de mettre une ZFE-M en œuvre aujourd'hui, ce sont les AS qui ne respectent pas les valeurs limites. Sur le territoire, donc pour le NO2, les PM10 ou les PM2,5, sur au moins 3 années sur les 5 dernières années. Donc, on a les zones de notre territoire. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de notre territoire donc régional, on n'a aucun dépassement, aucun territoire qui est concerné donc, par des dépassements de valeurs limites ces 5 dernières années sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, aucun territoire de la Nouvelle-Aquitaine n'est aujourd'hui concerné par une obligation de mise en œuvre d'une ZFE-M. Sachant, comme il a été dit tout à l'heure donc par Monsieur Garcia, on a une loi donc résilience, climat et résilience donc qui est actuellement discutée, qui pourrait potentiellement faire bouger les lignes. Donc la mise en œuvre d'une ZFE-M. Donc il y a un déroulé réglementaire donc dans la mise en œuvre d'une ZFE. Ça commence d'abord par la réalisation donc d'une étude réglementaire. Ensuite, on a l'élaboration du projet d'arrêté. Ensuite, l'accord de l'entité concernée pour l'inclusion des voies du domaine public, enfin le cas échéant. Ensuite, une consultation obligatoire du public et l'avis des parties prenantes. Pour la mise en œuvre, on a la publication donc, de l'arrêté, l'installation des panneaux de signalisation, contrôle et sanctions, et puis au moins tous les 3 ans, une évaluation de la ZFE. Donc voilà, la mise en œuvre, c'est la publication de l'arrêté et la mise en place du dispositif de contrôle et sanctions avec des contrôles visuels, vidéo, verbalisation, contrôle, sanctions automatiques, à choisir par la collectivité, donc sur la mise en œuvre du dispositif de contrôle. Le suivi et l'évaluation tous les 3 ans, en associant bien sûr les parties prenantes. Et puis, après, il y a des dispositifs d'accompagnement potentiels. Donc ça sera plutôt côté de Réal à voir avec des aides financières et techniques de l'État et des collectivités. Et puis donc, tout l'accompagnement sur la communication et la sensibilisation. Donc, l'étude réglementaire. Aujourd'hui, l'étude réglementaire, on différencie bien, comme j'ai dit, l'étude réglementaire de l'étude d'opportunité. L'étude réglementaire, c'est vraiment dans le cadre de la mise en œuvre du ZFE. Elle est obligatoire pour toutes les collectivités présentant un dépassement de valeur limite, donc pas sur notre territoire à nous aujourd'hui, et donc pour toutes les collectivités volontaires souhaitant mettre en place une ZFE. Donc aujourd'hui, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 territoires qui sont engagés donc, dans des études réglementaires. On a donc l'agglomération de La Rochelle et l'agglomération de Bordeaux, qui sont à l'étape de réalisation donc, de ces études pour s'interroger sur la mise en place d'une ZFE. Donc voilà, donc les zones à faible émission mobilité, donc elles sont donc réalisées donc sur un territoire où la collectivité va décider donc du périmètre géographique. C'est pas forcément sur tout le périmètre donc de l'agglomération, ça peut être sur l'hypercentre ou ça peut être également sur l'ensemble du territoire. Ça c'est à décider donc notamment dans l'étude réglementaire où on va réaliser un certain nombre de scénarios pour voir l'opportunité des choix du périmètre géographique. La collectivité choisit aussi les catégories de véhicules concernés. Est-ce qu'on s'arrête au critère 3, au critère 4, au critère 5 ? Les modalités horaires, est-ce que c'est les jours de la semaine, de 8h à 20h ? Est-ce que c'est tout le temps ? Les classes de véhicules interdites. La progressivité des règles dans le temps, ce n'est pas forcément du 100% dès la première année, ça peut être progressif petit à petit d'année en année. Et puis des potentielles dérogations octroyées pour les convois exceptionnels, par exemple, les véhicules de collection, etc. Donc l'étude réglementaire, son déroulé, elle commence par un diagnostic de la qualité de l'air, une caractérisation donc, du parc local et des trafics, la scénarisation des trafics et de qualité de l'air pour les différents scénarios retenus pour la ZFE et l'évaluation des impacts de la ZFE-M sur les trafics et la qualité de l'air.
Ensuite, par la suite, je vais vous présenter un exemple d'une étude poussée qui a été réalisée via des scénarios sur Bordeaux Métropole. Et puis Madame Hennebel présentera également ce qui a été fait sur la métropole de Lille. Donc je m'arrête là pour les études réglementaires. Et donc je passe aux études d'opportunité qui, elles, pour rappel, sont obligatoires dans le cadre des PCET pour les EPCI de plus de 100 000 habitants et également pour les EPCI de plus de 20 000 habitants couvertes tout en partie par un PPA. Donc aujourd'hui, comme il a été dit tout à l'heure, on a assez peu d'informations sur ce qui est demandé dans une étude d'opportunité. Il y a également très peu d'études d'opportunité qui ont été aujourd'hui publiées, même si on sait qu'elles sont obligatoires toutes avant la fin de l'année. Aujourd'hui, clairement, il n'y en a pas sur le territoire néo-aquitain et il y en a très très peu sur le territoire national. Malgré tout, voilà, elles sont prévues dans le plan d'action du PCAET, réalisées à partir du bilan de qualité de l'air. Elles doivent démontrer l'intérêt ou pas de la création d'une ZFE-M et doivent exposer les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus. Ce sont les éléments réglementaires, enfin du moins que l'on a dans le guide de réalisation d'une ZFE. Ce sont les éléments que l'on a venant de l'État, sur la réalisation de l'étude d'opportunité. Donc une étude d'opportunité doit répondre à ces différents points. Ça reste assez vague et ça reste assez libre d'interprétation. Donc elle est réalisée l'étude d'opportunité, elle est réalisée à partir du bilan de qualité de l'air. Voir si les objectifs énoncés dans le plan d'action sont atteints par la mise en place d'une ZFE-M. Les points abordés sont donc la capacité de la ZFE à agir sur les enjeux complémentaires à ceux traités par le plan d'action, la capacité de la ZFE-M à amplifier les effets du plan d'action et permettre d'atteindre les délais d'objectifs fixés, et la capacité de la ZFE à réduire l'exposition des populations les plus sensibles à la pollution de l'air. Tout ça, c'est toujours dans le guide d'accompagnement, produit par le ministère de la Transition écologique. Donc voilà, ce fameux guide, il a été présenté tout à l'heure par M. Garcia, c'est vraiment la Bible pour les ZFE. Il est très détaillé et comporte toutes les affirmations officielles sur la réalisation d'une ZFE-M. Donc voilà pour la partie descriptive de ce qu'est une ZFE-M. Et maintenant, je vais finir sur la présentation d'un exemple d'étude de réalisation préalable à une étude réalisée préalablement à l'instauration d'une ZFE-M sur le territoire de Bordeaux Métropole, qui a été réalisée il y a déjà maintenant quelques années, puisque c'était en 2017 qu'on avait réalisé cette étude-là, du moins que Bordeaux Métropole s'était engagé dans la réalisation d'une étude complète avec scénarisation sur l'opportunité de la mise en place d'une ZFE-M. À l'époque, le travail avait été rendu, mais la démarche s'était arrêtée là, et la communauté d'agglomération, Bordeaux Métropole avait fait le choix de ne pas poursuivre au-delà de la démarche des études préalables. Malgré tout, on peut se baser sur cet exemple sur la région de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul sur notre région que l'on a d'exemples d'études préalables à la mise en œuvre d'une ZFE. Donc, en 2017, les études de trafic avaient été réalisées à l'horizon 2020 sur différents scénarios. Donc aujourd'hui, 2020 s'est dépassé, mais en 2017, c'était l'avenir. Différents scénarios avaient été proposés et une dizaine de scénarios de mémoire avaient été proposés et évalués au niveau des trafics. Et simplement 3 scénarios avaient été retenus, pré-retenus du moins, pour réaliser des études plus poussées de qualité de l'air. Donc ces scénarios, c'était, là vous avez globalement Bordeaux Métropole. Alors pour ceux qui connaissent, ici on a l'autoroute qui on appelle également la rocade, les autoroutes qui représentent la rocade de Bordeaux. Puis ici on a les boulevards, et ici on a réellement le centre-ville, le cœur de la ville de Bordeaux, et l'intra-boulevard. Donc le premier scénario qui avait été retenu, qui était le scénario 2, était un scénario où simplement les véhicules non classés étaient interdits à l'intérieur des boulevards, donc vraiment au cœur même de Bordeaux, de la ville
du centre-ville de Bordeaux. Un deuxième scénario avait été retenu, c'était l'interdiction des véhicules non classés ainsi que l'interdiction des véhicules critère 5 à l'intérieur des boulevards, mais également sur la rive droite, donc rive gauche et rive droite. Et puis, un troisième scénario avait été retenu, c'était donc l'intra-boulevard et la rive droite interdites aux véhicules critère 5 et aux véhicules critère 4. Donc, les trois scénarios qui avaient été pré-retenus, auxquels on avait donc rajouté le scénario 0 que l'on appelle le scénario fil de l'eau. Un scénario fil de l'eau, c'est un scénario en fait que l'on fait à horizon 2020 et c'est le scénario d'évolution des trafics si aucune ZFE n'est mise en œuvre. Donc, ça permet d'avoir une base de comparaison objective plutôt que de comparer les trois scénarios d'horizon 2020 avec la situation actuelle, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que le trafic et les émissions évoluent. On prend un scénario fil de l'eau, donc un scénario, qu'est-ce que serait la situation si on ne faisait rien? Et on compare donc les trois scénarios retenus avec ce scénario fil de l'eau pour avoir une comparaison objective. Donc ce scénario fil de l'eau, donc voilà, c'est la situation sur Bordeaux Métropole en 2020 qui était prévue en 2017 si on ne faisait rien. Donc là, ça représente donc les modélisations d'une échelle sur Bordeaux Métropole pour le NO2. Donc là, on avait fait donc les évaluations de qualité de l'air sur le dioxyde d'azote NO2, sur les PM10 et sur les PM2,5. Là, je me limite à la présentation du NO2 puisque le NO2 est le meilleur polluant traceur du trafic sur les trois identifiés. Donc c'est sur celui-là qu'on voit le plus de différences. Donc là, ça représente donc la cartographie de Bordeaux Métropole. Toutes les zones en rouge sont les zones qui dépassent le 40 microgrammes par mètre cube. 40 microgrammes par mètre cube, en moyenne annuelle, c'est la valeur limite à ne pas dépasser. Donc autant aucune de nos stations de mesure sur Bordeaux Métropole ne dépasse les 40 microgrammes par mètre cube, autant la modélisation montre qu'en proximité des axes, donc là vous avez les autoroutes, là vous avez les boulevards, et là vous avez certains axes à l'intérieur du centre-ville, on montre que si on ne fait rien en 2020, on est en dépassement de valeur limite sur certains de ces axes. Donc avec le zoom, où on voit effectivement tout l'intérêt. Alors on a effectivement ces autoroutes ici en dépassement, mais ce n'est pas forcément là qu'on a le plus de population. Le plus de population, on les a au centre-ville de Bordeaux, et on les a, et donc potentiellement avec des axes à fort trafic où on a des dépassements de valeur limite, et donc des populations plus exposées, et donc tout l'intérêt de effectivement regarder à faire une ZFE qui va concerner réellement l'intra-boulevard. Donc ça, c'est l'évaluation du scénario 2. Le scénario 2, alors ce n'est pas les concentrations, hein, c'est le pourcentage de réduction des émissions par rapport au scénario fil de l'eau. Donc quand vous avez du bleu comme ça veut dire qu'on est à peu près à 0. On voit un petit peu de vert clair par ici. Donc pour rappel, le scénario 2, c'était l'intra-boulevard pour les véhicules non classés. Donc on voit qu'on est on a un petit peu verdâtre sur le centre, ce qui veut dire qu'on est on a un léger gain en termes de concentration, mais dans l'ensemble, voilà, on est à moins 0,3% en gain total, moins 0,1 microgrammes par mètre cube en gain total. Le scénario 2, globalement, autant pas faire de ZCR, ça ne faisait pas grand-chose. Maintenant, la comparaison du scénario 6, où on interdit les critères 5 et on est toujours sur l'intra-boulevard. Là, plus intra-boulevard, donc là, on a déjà une amélioration sensible des niveaux de concentration. On voit que sur les axes de l'intra-boulevard et sur les quais, on a une amélioration sensible donc, de la qualité de l'air. On est déjà dans un scénario beaucoup plus favorable. C'était aussi également posé la question si on est du report de trafic et de l'augmentation donc des concentrations liées au report de trafic donc à l'extérieur de la zone ZCR. Donc on voit ici, on est à l'extérieur de la zone ZCR et il y avait des craintes sur les augmentations de concentration. Les simulations ont montré qu'on n'avait pas d'augmentation, on avait une légère augmentation du trafic, mais en termes d'augmentation des concentrations, il n'y avait pas d'augmentation des concentrations liées au report de trafic à l'extérieur donc de la zone ZCR. Et donc là, c'était le scénario le plus exigeant avec donc critère 5 et critère 4 interdits, intra-boulevard et rive droite.
Donc, on voit que là, c'est vraiment sur ce scénario-là qu'on commençait à atteindre des classes de moins 10% de concentration sur l'intra-boulevard. C'est là qu'on avait donc les valeurs, les améliorations les plus notoires. Alors, à l'échelle du territoire, ça ne représente pas grand-chose. On était dans du moins 4 microgrammes par mètre cube. Mais par contre, quand on va vraiment regarder sur les axes les plus pollués, là où on avait potentiellement des dépassements de valeurs limites pour le NO2, là, en revanche, on atteint les moins 10%. Donc, vraiment, quelque chose qui, au niveau des axes les plus pollués, était relativement favorable. Enfin, était très favorable. Donc ça, c'est un zoom sur toujours le même scénario, mais avec un zoom donc sur l'intra-boulevard. Comme je vous disais, donc à l'échelle du territoire, le gain était relativement minime. Mais par contre, quand on va zoomer et qu'on va regarder vraiment aux endroits où on a le meilleur gain, le gain le plus important sur l'intra-boulevard, on voyait qu'on atteignait jusqu'à moins 17 microgrammes par mètre cube sur les axes les plus pollués, qui représentaient une baisse de moins 25%. Au niveau vraiment où on allait chercher le gain maximal et sur l'axe le plus pollué, donc réellement quelque chose de plus intéressant. En revanche, sur l'augmentation des concentrations liées au report de trafic, on ne dépassait pas les 0,5 microgrammes par mètre cube au maximum. Donc, dans une ZFE, il est également demandé de regarder, parce que là, ces cartographies donc, représentent spatialement la répartition des concentrations, mais ne montrent pas qu'est-ce que ça apporte globalement sur l'exposition des populations. Donc, quand on va regarder à l'intérieur de la ZCR, l'amélioration de l'exposition des populations, eh ben, on voit que donc ça, c'est les expositions des populations, l'amélioration des expositions des populations. Donc, pour chaque population exposée à des classes de concentration, on voit notamment que pour les populations exposées à des concentrations de 30 à 40 ou supérieures à 40 microgrammes par mètre cube, donc les valeurs les plus élevées, le scénario le plus exigeant permet d'améliorer de 23%, donc la qualité de l'air donc sur ces différentes classes pour ces populations. Donc, on a vraiment un vrai gain d'amélioration de la qualité de l'air pour les populations les plus exposées, donc exposées à des concentrations les plus élevées. C'est vraiment le but recherché au niveau ZCR. Et donc, à l'extérieur de la ZCR, on a malgré tout donc, un gain aussi en termes de concentration. Le gain est forcément moins important. Il est malgré tout observé à l'extérieur de la ZCR sur les populations exposées aux classes de concentration les plus élevées. Forcément, on est sur des valeurs beaucoup plus faibles. Mais il y a malgré tout un gain positif qui avait été aussi observé à l'extérieur de la ZCR sur ces populations. Donc, pas forcément sur toutes les classes, mais là, on est sur des classes de concentration relativement faibles. Et voilà, et donc ça, c'est une étude donc, qui avait été réalisée en 2017. Donc aujourd'hui, pour information, comme je vous ai dit, ces études, Bordeaux Métropole n'avait pas donné suite à l'époque à cette étude. D'autres réflexions sont aujourd'hui en cours sur d'autres scénarios, sur d'autres critères par Bordeaux Métropole. Donc d'autres choses vont être entreprises maintenant. Ces études, elles ont été publiées sur notre site internet, mais encore une fois, donc n'avaient pas donné suite. Donc, on avait accompagné Bordeaux Métropole dans la réalisation de cette étude réglementaire au niveau donc, des scénarios et donc de l'évaluation de l'impact de ces différents scénarios sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, c'est aussi donc, quelque chose que l'on peut faire en accompagnement dans le cadre du ZFE. Alors, il y a, encore une fois, comme on a bien différencié, hein, les études d'opportunité et puis les études réglementaires, ça, on est vraiment plutôt, ce que je viens de présenter sur Bordeaux Métropole, c'est une exploration poussée qui correspond plus à une étude réglementaire qu'à une étude d'opportunité, où normalement l'interrogation va être un peu plus simple. Malgré tout, voilà, Atmo Nouvelle-Aquitaine, dans la mesure du possible, puisqu'on est d'accord qu'on est dans des calendriers extrêmement serrés et que nous-mêmes, nos calendriers sont déjà bien remplis, nos charges de travail sont déjà bien remplies. Malgré tout, on est à votre disposition pour vous écouter, si tu veux en parler un petit peu. Oui, en fait, juste pour compléter ce que disait Agnès, Atmo Nouvelle-Aquitaine ne fera pas la totalité des études d'opportunité, mais par contre, on accompagnera les collectivités membres, notamment dans la fourniture d'informations type
informations qui concernent les inventaires ou les cartographies disponibles pour que vous puissiez travailler sur les études d'opportunité avec les bureaux d'études qui, a priori, devront vous accompagner. Donc voilà, donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Donc nous avons une question. Vous la voyez, Agnès Cyril? Oui. Ouais. Atmo peut accompagner les EPCI dans la réalisation des scénarios uniquement sur l'évaluation de l'impact des scénarios. A priori, c'est plutôt dans l'évaluation de l'impact des scénarios, puisque la réalisation des scénarios est plutôt apportée par les bureaux d'études. Quel est le coût moyen d'une étude d'opportunité? Ça, pour le coup, on a assez peu d'informations sur le contenu de l'étude d'opportunité aujourd'hui. Donc, c'est difficile aujourd'hui de connaître le coût moyen de ces prestations. On n'a pas, enfin, moi, je ne sais pas si quelqu'un dans les autres intervenants a une idée, mais nous, on n'a pas encore d'idée de ces montants. Dans l'hypothèse où l'étude d'opportunité casse l'intérêt du ZFE pour le territoire, qu'en est-il de l'obligation de mise en œuvre dans le cadre de la loi climat et résilience? Ça, je vais plutôt laisser la parole à l'État. Je pense qu'il faut d'abord être prudent et attendre de voir ce qui va sortir des débats parlementaires, pour être sûr de ce qu'on dit. Mais dans la rédaction initiale du projet de loi, la mise en œuvre de la ZFE mobilité était obligatoire, quels que soient les résultats de l'étude d'opportunité, pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Mais bon, attendons, je pense que il va y avoir le Sénat a examiné la loi, il va y avoir une commission mixte paritaire très bientôt et je pense qu'elle sera proposée à l'Assemblée nationale en septembre, si j'ai bien compris cette loi, et on l'espère promulguer avant la fin de l'année, donc on verra ce qu'il en ressort. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Juste avant de donner la parole à Pauline Edebel, je voulais juste, nous avons 2 participants qui sont présents via téléphone. Si vous voulez bien m'envoyer par mail vos noms et prénoms, que je puisse ensuite vous envoyer les documents, parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir vous les transmettre. Que vous puissiez avoir tous les documents présentés par les différents intervenants et puis la vidéo de ce webinaire en replay. Donc vous pouvez l'envoyer par mail. Alors si vous n'avez pas mon adresse mail, je vous le mets, non, je vous la mets pas dans le chat parce que vous ne pouvez pas avoir le chat, mais c'est à communication@atmo-na.org. Voilà, mais je vous laisse la parole, Pauline, pour la suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Alors, donc une petite présentation sur le travail de la métropole européenne de Lille quant à la mise en place d'une zone à faible émission mobilité sur son territoire. Donc, en effet, une petite diaporama de contexte pour vous expliquer un petit peu les autres outils qui existent et qui sont complémentaires à la zone à faible émission que l'on veut mettre en place. Donc, en effet, une démarche de santé environnementale et plan d'action de 2019 à 2022, une révision générale du plan de mobilité urbain,
le développement de nouvelles mobilités avec l'électromobilité, le LGNV et le covoiturage, le plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET, et enfin aussi le schéma directeur des infrastructures de transport SDIT qui a été révisé là récemment et qui prend tout son sens aussi avec la ZFE. Donc la zone à faible émission est un outil pour contribuer justement à faire en sorte que la qualité de l'air soit meilleure sur notre territoire et qui est justement très positive en termes de santé publique et qui peut aussi, en termes d'action publique, être positif en faveur de la santé et d'image pour le territoire. Donc là, en fait, dans le contexte, de juillet 2017 à juin 2019, la MEL a répondu en fait à un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Ville respirable en 5 ans. Et c'est grâce justement à cet appel à projet que nous avons réalisé notre étude d'opportunité et de préfiguration de notre ZFE, donc en lien avec nos différentes directions, avec donc à la fois la direction mobilité, la direction aussi voirie, la direction notamment qualité de l'air, en partenariat avec les services de l'État, donc l'ADREAL, l'ADIRNOR, le SGAR, et aussi donc cette étude qui a été confiée à un bureau d'études qui est EGIS, donc EGIS Ville et Transport, mais aussi en lien avec Atmo de France. Donc EGIS qui a pu travailler justement sur l'étude globale et Atmo qui a pu travailler sur le diagnostic air et les différentes modélisations en concentration de polluants dans l'air sur notre territoire. Donc, suite à la réalisation de cette étude, la MEL a pris une délibération donc, le 28 juin 2019 en faveur d'une zone à faible émission. Et donc là, depuis justement 2019, nous sommes en train de travailler en fait avec les communes sur la façon dont la ZFE sera mise en place prochainement. Donc la définition d'une zone à faible émission mobilité, je pense que ça va être redondant par rapport aux présentations qui ont été faites précédemment. Mais en effet, donc c'est un outil réglementaire qui permet de lutter contre la pollution émise par le trafic routier. Et donc là, il s'agit bien de limiter l'accès aux véhicules les moins polluants à l'intérieur d'un périmètre défini. Donc, dans un premier temps, la MEL a identifié un scénario opportun de zone à faible émission dans le cadre de son étude d'opportunité et de préfiguration en 2019. En parallèle de tout cela, nous avons aussi la loi d'orientation des mobilités qui a renforcé certaines obligations de mise en œuvre et de suivi et qui a précisé aussi les modalités de contrôle de la ZFE. Et donc, on en a parlé précédemment, mais aussi avec le projet de loi climat et résilience qui fait un peu bouger les choses et avec une extension prévue du dispositif qui viendrait s'appliquer aux 35 agglomérations de plus de 150 000 habitants, donc initialement prévu en 2025, mais qui est à ce jour en discussion. Donc, à voir comment ce projet de loi va être adopté et ses conditions. Juste pour vous préciser que la métropole européenne de Lille n'est pas un territoire en contentieux. Nous sommes une métropole en fait volontaire qui s'est engagée justement pour mettre en place sa zone à faible émission, puisque sensible justement à ces effets de pollution atmosphérique sur notre territoire. Donc voilà, on parle d'une extension du dispositif avec une application en 2025, mais je pense que la MEL, de toute façon, dans son calendrier, a prévu de mettre en place sa ZFE beaucoup plus tôt, si on y parvient. Donc, nous travaillons étroitement avec les communes. Je vais vous les citer plus tard, mais en tout cas, nous travaillons pour votre information avec 12 communes. Donc là, en termes d'obligation, on a un arrêté donc à prendre avec chacune des communes qui doit préciser le périmètre, les véhicules concernés et donc les horaires, le scénario, en fait, à savoir si en effet cette ZFE s'appliquera de façon permanente, donc 7 jours sur 7, H24, ou si on pourrait laisser éventuellement la circulation libre le week-end. C'est quelque chose de faisable, certaines métropoles le font. Nous prévoyons une campagne d'information préalable aux usagers qui sera réalisée sur au moins 3 mois, avec donc une consultation obligatoire sur une durée de 21 jours minimum. Nous prévoyons bien sûr au moment de lancer notre ZFE une implantation de signalétique aux entrées de chaque zone au niveau des panneaux d'entrée d'agglomération de chacune des communes qui fait partie du périmètre ZFE global. Un contrôle manuel ou automatisé sera réalisé par un dispositif fixe ou mobile.
et des mesures d'accompagnement sont à définir. Donc se pose la question en effet des aides financières dans le remplacement ou l'achat de véhicules propres, ou la participation aussi aux abonnements transport en commun ou autres mobilités douces, sachant qu'en parallèle, nous avons d'autres infrastructures qui verront le jour avec le SDIT, comme expliqué précédemment, avec l'émergence de parcs relais, de nouvelles lignes de tramway et d'un plan de circulation qui va se développer. Donc là, c'est le rappel réglementaire qui est un peu redondant aussi par rapport à la présentation précédente. Juste, je ne pense pas qu'on en ait parlé, mais en effet, en termes de dispositifs d'aide financière, l'État pourra justement abonder si la collectivité, si la MEP décide en fait de donner une aide au remplacement ou à l'achat de véhicules, l'État en fait pourra abonder cette subvention jusqu'à 1 000 € par prime en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir. Pour les dispositifs de contrôle, donc ça je l'ai déjà dit, et pour les dispositifs de suivi et de mesure des effets, en effet, une obligation de suivre et de mesurer ces effets au moins une fois tous les 3 ans. Sachant que nous, de notre côté, à la MEL, les élus s'étaient plutôt positionnés pour que l'on mesure ces effets de façon un peu plus régulière, puisque 3 ans, ça leur semblait trop long. Donc, à voir comment on arriverait à mettre ça en place, mais pour vraiment montrer en fait aux usagers l'impact positif qu'aura la ZFE sur la pollution atmosphérique sur le territoire de la MEL. Donc l'élaboration du scénario, donc ça c'est des données en fait qui nous ont été données grâce à l'étude d'opportunité et de préfiguration menée donc par Régis en lien avec Atmo. Donc en fait cela nous a permis de nous rendre compte que on avait une part modale de la voiture élevée au sein de la MEL, avec 57,5% par les habitants et aussi un phénomène d'échange et de transit. Donc même sur des distances très courtes et qui augmentent aussi puisqu'on avait plus 1,5 points depuis 2006. Et donc cet usage prédominant constitue une part significative des émissions de polluants de l'air. Donc là, en effet, vous avez différents graphiques, différents camemberts qui permettent en fait de se rendre compte de la proportion des différentes activités et notamment de la part en fait du trafic routier. Donc en termes justement de polluants atmosphériques avec les oxydes d'azote, on se rend compte que le trafic routier représente 60% des émissions. Pour les particules fines PM10 et PM2,5, cela représente environ 1/3 des émissions. Et enfin, on a aussi relevé une particularité concernant les particules liées à l'abrasion, donc des pneus, des freins et de route avec une remise en suspension en roulant qui constitue 70% des émissions de PM10 issues justement des flux routiers et 50% des PM2,5. A été justement établie aussi une carte stratégique de l'air, donc en lien avec Atmo. Donc en fait, cette carte nous permet de nous rendre compte aussi des populations qui sont les plus impactées en fait par la pollution atmosphérique. On se rend compte que les secteurs denses sont justement les plus exposés. Et c'est aussi aux abords des axes routiers structurants gérés par l'État ou la MEL, en fait, ce que vous voyez en rouge foncé. Donc vous avez justement la sortie de l'A1. Et aussi, vous avez le flux routier qui vient de la 25, donc de la côte. Et justement, on se rend compte que la pollution atmosphérique se concentre vraiment sur ces axes très fréquentés. Et on a justement une proportion du nombre d'habitants qui sont impactés selon différentes caractérisations. Donc, en effet, on a près de 4 000 habitants qui sont situés dans des secteurs en dépassement des valeurs limites réglementaires. 4 500 habitants dans des zones de dépassement potentiel en limite immédiate de valeur réglementaire, plus de 610 000 habitants qui vivent dans la zone de vigilance supérieure à 75% de la valeur limite réglementaire, et un volume de plus de 410 000 habitants situés dans une zone en dépassement du seuil pour les particules fines en PM10, identifiées par l'OMS, et qui est à ne pas dépasser, sinon on risque en effet d'avoir des effets nuisibles de ce polluant directement sur la santé humaine. Donc, on a vraiment des données qui nous permettent de connaître le nombre d'habitants, en tout cas, qui seraient directement impactés par ce phénomène de pollution lié au trafic routier.
L'étude d'opportunité et de préfiguration, au départ, on avait, donc c'était un peu flou dans notre esprit puisqu'on ne savait pas encore comment on allait l'appliquer et quel scénario on allait justement adopter. Donc, on est parti sur différentes hypothèses. Donc, en effet, à titre de comparaison, donc Paris, elle, avait justement prévu une application sur une surface de 84 km². J'avais noté Bordeaux sur 20 km² et Anvers sur 25 km². C'est posé la question justement de savoir si la MEL allait appliquer sa ZFE sur la totalité de son territoire, sachant que la MEL, c'est 95 communes. Ou si justement on allait plutôt le réduire à 169 km², donc c'est ce qu'on appelait le scénario papillon, en ayant en fait la partie Lille-Centre, la première couronne qui se serait étendue en fait jusqu'à Roubaix-Tourcoing, ou la réduire un petit peu plus à 85 km², où là on aurait exclu justement Tourcoing et Roubaix, ou simplement Lille et sa première couronne, ou alors carrément simplement Lille et c'était tout. Sachant qu'on a pris justement en compte en parallèle des différentes infrastructures qui existent, donc des P+R qui existent aux abords justement de ces différents scénarios. Les P+R, donc tout ce qui est aussi transport en commun, à savoir comment les transports en commun desservent justement les communes, les lignes de métro et de tram existantes. Et en fait, donc, ces scénarios ont été testés, puis on est descendu jusqu'à 4 scénarios qui ont été approfondis, sachant que là, les véhicules qui sont ciblés sont à la fois les non classés, les véhicules en vignette critère 4-5, et donc on a pris justement ce paramètre et on a pu lancer en fait des modélisations du trafic routier, une modélisation aussi des émissions de polluants de l'air issus des flux routiers, et une modélisation des évolutions de concentration de polluants dans l'air pour 2 périmètres et 4 scénarios qui nous ont permis en fait de nous rendre compte voilà, du scénario à retenir et voilà, pour que les élus vraiment aient toutes les données techniques pour prendre la meilleure, on va dire, la meilleure décision. Et c'est finalement ce scénario-là qui a été retenu. Donc finalement, c'est Lille et la première couronne. Sachant que les élus ont décidé aussi d'intégrer une partie du réseau structurant. Donc, je vous parlais de l'A1 et de l'A25. Donc, en effet, donc vous avez l'A1 ici au sud et la partie en rouge. Donc, c'est tout ce qui est périphérique en fait de sud de Lille. Je ne sais pas si certains connaissent, mais le périphérique sud de Lille et aussi la voie rapide urbaine qui sont justement comprises dans notre périmètre ZFE, ce qui fait que les véhicules en vignette critère 4-5 non classés ne pourraient plus emprunter ces axes-là. Et devrait alors, là en fait le but c'est de leur permettre de pouvoir quand même contourner en fait la ZFE via d'autres axes aussi routiers rapides qui sont justement donc là près de Villeneuve-d'Ascq, et aussi la rocade nord-ouest qui est située au nord au niveau des communes de Marquette-les-Lilles, Saint-André, Lambersart et Lomme, pour ensuite rejoindre la 25. Donc en tout, donc on a en effet un périmètre de 12 communes, ce qui représente plus de 60 km². Donc là, on a un périmètre qui est constitué de 350 000 habitants, 165 000 ménages, 195 000 emplois, 75 000 scolaires, sachant que cette mesure serait en effet permanente, donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour que ce soit plus lisible pour les usagers, pour que ce soit aussi plus facile aussi à contrôler. Donc voilà, à terme sont visés aussi donc à la fois les véhicules des particuliers, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, donc qui sont en vignette critère 4-5 et non classés. Et pour votre information, cela représente pour nous, à l'échelle de la MEL, 23% du parc de véhicules et qui totalise 32% des émissions de particules fines PM10 et 38% des oxydes d'azote émis par les flux routiers. J'ai rajouté cette diapo-là parce que j'ai vu vos précédentes présentations et je me suis dit que c'était intéressant aussi de le mettre. C'est justement de nous rendre compte en fait des effets de la ZFE et des estimations en termes de gains de polluants atmosphériques, savoir comment tout cela va évoluer. Et donc là, en fait, avec nos différentes modélisations, on a des chiffres avec justement donc avec différents périmètres aussi. Là, on a le périmètre ZFE, hors ZFE et Global MEL, concernant les polluants atmosphériques, donc NOx, PM10 et PM2,5.
Donc, à l'échelle de la ZFE, donc en termes de NOx, on serait à justement un gain de 31%. En PM10, on serait à 28% et en PM2,5, on serait à 36%. Et si on parle à l'échelle globale de la MEL, donc là, on serait à 17% de gain en NOx, 19% en PM10 et 22% en PM2,5. Et donc là, vous avez justement la petite carte qui reprend finalement notre carte stratégique de l'air pour nous permettre de nous rendre compte des effets de la ZFE. Et on voit bien justement qu'on a des effets très positifs sur nos axes initialement en rouge qui devraient justement être plus respirables et où on devrait normalement voir en effet des effets positifs significatifs justement sur ces axes ciblés. Du point de vue de la liste de dérogations, donc là justement, nous, on est en train de travailler aujourd'hui avec l'ensemble des communes sur les arrêtés de circulation, puisqu'en effet, le pouvoir de police de circulation appartient au maire des communes. Donc, on travaille avec les 12 communes pour savoir justement ce que l'on va mettre dans l'arrêté en termes de dérogation. Donc là, on a la liste des dérogations nationales qui ne sont pas discutables, mais on a la liste des dérogations locales. Donc là-dessus, on échange justement avec les communes pour savoir quel type de véhicule pourrait bénéficier de dérogation. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, mais en tout cas, on a par exemple les véhicules de collection qui pourront bénéficier de dérogation, tout ce qui est véhicule d'approvisionnement des marchés aussi, tout ce qui est véhicule aussi de marché de plein air, puisqu'en effet, pour travailler aussi avec la CMA et la CCI, on échange beaucoup avec les professionnels pour qu'ils nous disent un petit peu aussi leurs avis sur notre projet de liste et savoir si cette liste leur paraît convenable, s'il y a des véhicules à rajouter en plus, donc sachant qu'on a besoin aussi de leur retour d'expérience. Et c'est vrai que les marchés de plein air, par exemple, ils ont des véhicules tellement particuliers que malheureusement, eux n'ont pas la possibilité d'avoir des véhicules professionnels et propres qui leur permettraient de pouvoir circuler en ZFE. Donc ça, ce sont des types de véhicules qui vont pouvoir bénéficier justement de dérogation, sachant que c'est ici, donc ça c'est un projet de liste qui doit encore être validé par nos élus lors d'un prochain comité de suivi. Concernant le calendrier, donc en effet, on est en pleine réflexion. Là, on est en train de réfléchir sur toutes les thématiques, à savoir justement le scénario. Parce qu'on se pose quand même la question de savoir si la ZFE, on n'appliquerait pas dans un premier temps uniquement aux professionnels ou si justement on l'appliquerait en même temps aux particuliers. Ça, c'est quelque chose sur lequel les élus doivent justement trancher là, lors du prochain comité de suivi, savoir si on fait la différence ou si on l'applique aux deux publics. Savoir comment on contrôlera la ZFE, puisque les communes nous ont toutes dit que la police municipale, pour eux, c'était pas possible justement de leur demander de contrôler manuellement de façon permanente les entrées et sorties des usagers sur le périmètre ZFE. Je sais que la police nationale et la gendarmerie, pareil, l'État nous a dit aussi que ça allait être très compliqué pour eux de contrôler la ZFE sur le terrain. Donc finalement, les seules solutions pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir compter sur des systèmes automatisés. L'État est en train de travailler justement sur des systèmes, donc par exemple la vidéo-verbalisation assistée par ordinateur et le contrôle sanction automatisé. Mais bon, à voir aussi au niveau de la mise en place, puisqu'après le pouvoir de police aussi revient aux communes, donc à voir comment tout cela va être mis en place réglementairement et aussi de façon opérationnelle. D'autres thématiques aussi liées à l'accompagnement des usagers, à savoir si la MEL va octroyer justement des aides pour le remplacement et l'achat de véhicules, sachant que le budget dans ce cas-là sera quand même conséquent, puisque si on doit satisfaire tous les ménages justement impactés par la ZFE, cela va vite monter à des centaines de millions d'euros. Et je ne pense pas que la MEL pourra justement octroyer un tel budget pour cela. Donc, à voir aussi quel type d'aide on va pouvoir octroyer aux usagers pour leur permettre de se déplacer autrement. Et donc, en termes de communication aussi, on est en train de travailler sur ce sujet-là et sur la façon dont on va mesurer les effets aussi de la ZFE dans le temps, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les élus, une fois tous les 3 ans, ça leur semble peu.
Concernant le calendrier de mise en œuvre, donc là, à l'heure actuelle, donc on est en train de poursuivre le travail avec les communes et les acteurs économiques engagés dans le dispositif afin de délimiter précisément le périmètre ZFE. Je pense justement à des problématiques de zone commerciale. Par exemple, dans un périmètre, on a justement une zone d'Auchan qui est située justement en frange du périmètre global, donc se pose la question de l'intégrer ou pas, sachant qu'à côté, on a un carrefour qui, lui, serait situé hors ZFE à même pas 5 km. Donc, vous voyez, c'est des problématiques auxquelles on est confronté et où les élus vont devoir prendre des décisions. Ensuite, donc, la rédaction des projets d'arrêté de circulation et une prise en compte des dérogations locales spécifiques en lien avec les communes. La poursuite de la réflexion sur les modalités d'accompagnement des usagers avec voilà, une organisation de comités techniques et de comités de pilotage avec les services de l'État afin de faciliter à terme l'approbation de la stratégie quant à la création de la ZFE selon le périmètre préalablement identifié ainsi que du dispositif de contrôle qui pourra être employé. Là, au second semestre 2021, le but donc là, lors d'un nouveau comité de suivi que nous espérons pouvoir planifier là à l'horizon septembre-octobre 2021, c'est de pouvoir procéder à la validation définitive du périmètre ZFE, que les maires signent les arrêtés de circulation et qu'on ait une décision définitive de la part des élus sur les modalités d'accompagnement auprès des usagers, tout en poursuivant nos rencontres avec les services de l'État, les acteurs du territoire et les parties prenantes, et en préparant aussi notre opération de concertation et de consultation publique réglementaire, pour ensuite, au premier semestre 2022, lancer notre dispositif de communication, donc avec une première phase de sensibilisation, de concertation et de consultation réglementaire sur une durée au moins de 7 mois. Par là, ça tenait vraiment à cœur aux élus de faire quelque chose de long, de complet, pour que justement les gens aient le temps de s'approprier en fait le dispositif, qu'ils aient le temps aussi de donner leur avis, de prendre les informations. Donc, d'où une durée de 7 mois qui nous paraît vraiment très importante, tout en poursuivant nos rencontres avec les services de l'État, les acteurs du territoire et les parties prenantes, afin ensuite de planifier un nouveau comité de suivi pour finalement faire le point et le bilan sur le dispositif de communication qui aura été mis en place, pour ensuite, en finalité, procéder à la création et à l'implantation du dispositif de signalisation réglementaire suite à la phase de consultation qui serait justement implanté au niveau des entrées d'axes principaux et aussi au niveau des entrées, des panneaux d'entrée d'agglomération des communes. Et enfin, donc une mise en œuvre opérationnelle progressive de la ZFE, donc à partir du second semestre 2022, avec une première phase qui serait d'abord pédagogique, donc à caractère informatif, sans verbalisation, où là, on pourrait quand même avoir, les communes nous l'avaient dit, on pourrait quand même avoir un soutien des polices municipales sur le terrain pour quand même faire voilà, des petits contrôles pédagogiques comme ça pour informer les gens que la ZFE est mise en place et qu'ils doivent être prudents par la suite à la façon dont ils vont se déplacer s'ils sont en vignette 4-5 ou non classés, pour ensuite passer à un contrôle, on va dire, manuel à effectif humain constant. Donc là, c'est ce que je disais, là, c'était un peu plus compliqué puisqu'on sait que sur le long terme, ce ne sera pas possible, ou via aussi des systèmes justement automatisés, donc avoir par la vidéo-verbalisation assistée par ordinateur, ou sinon un contrôle-sanction automatisé sous forme de radar à différents points stratégiques en entrée de ZFE. Donc à voir après comment cela pourra être mis en place justement en interne, puisque les communes n'ont pas forcément en fait les effectifs ou le matériel. Moi, je sais que j'ai une commune qui n'a pas de police municipale et qui n'a pas de caméra de vidéosurveillance. Donc on est justement un peu bloqué sur ces genres de sujets, mais on a prévu de travailler de toute façon avec l'Adréal pour voir ce qu'il sera possible de mettre en place, puisque c'est vraiment important pour nous justement que la ZFE soit contrôlée sur le long terme, sinon ça ne servirait à rien. Voilà, j'ai fini la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Mais je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. On a déjà quelques questions. Ah, ouais, j'ai vu le bip bip. Enfin, ouais, j'ai vu des. Alors déjà, alors pas que je remonte.
Est-ce qu'à tout hasard, vous avez une idée du coût de cette étude que vous pourriez transmettre Oui, alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Nous, c'est vrai au niveau de l'AMEL, en fait, cette étude en fait, a été menée par la direction mobilité. Et ensuite, elle est arrivée à la direction transport pour la partie opérationnelle. Mais c'est c'est un chiffre que je peux obtenir très facilement et que je peux vous transmettre dès que j'aurai posé la question à mes collègues de la direction mobilité. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous dire, oui. Alors ensuite, nous avions une autre question. Alors hop, je vérifie que j'en ai pas raté. Alors, donc ensuite, une question concernant les deux roues. Est-ce qu'il y a eu une prise en compte des deux roues motorisées? Oui, dans l'étude d'opportunité et de préfiguration, en effet, on les avait pris en compte, mais les élus ayant constaté que les deux roues représentaient une part peu importante, en fait, justement, dans ce phénomène de pollution atmosphérique, ils ont décidé justement de ne pas de ne pas les intégrer en fait au dispositif ZFE. Donc les deux roues motorisées ne sont pas concernées dans notre dispositif. Et donc on avait la suite de la question. En termes de concentration des habitants et professionnels, pouvez-vous nous détailler ce qui est envisagé? Alors en fait, c'est un peu compliqué en ce moment puisque moi j'avais travaillé déjà sur un marché justement de communication. Donc c'est vrai qu'on a une version on a une version Covid et une version hors Covid. Pour nous, ce qui serait vraiment super, c'est vraiment de faire quelque chose directement en fait dans les communes, des réunions publiques, des ateliers. Je pense notamment à la métropole de Toulouse qui avait fait vraiment quelque chose de très bien, des ateliers voilà, de construction en fait de la ZFE directement avec les habitants. Enfin, nous, c'est quelque chose que l'on souhaiterait faire. Donc en effet, alors, sachant qu'au départ, on aurait aussi une sensibilisation à la qualité de l'air en lien aussi avec notre direction de la transition énergie et climat. Puisqu'en fait tout est lié d'une certaine manière. Donc on partirait, on va dire, d'un premier temps d'un atelier, on va dire, de sensibilisation pour expliquer justement aux gens ce qui se passe à l'échelle de la MEL et ce qu'on constate en fait en termes de pollution atmosphérique, pour amener tout doucement les gens à comprendre que la ZFE, en fait, c'est pas quelque chose de punitif. En fait, c'est quelque chose qui peut être bon pour eux en termes de santé. Et justement, donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire directement sur le terrain et dans les communes, et aussi à la MEL en faisant des réunions publiques régulièrement, mais à voir comment on pourra mettre ça en place en espérant qu'on n'ait pas de nouvelles vagues et de nouvelles crises sanitaires. Mais sinon, après, on a par exemple la métropole de Strasbourg qui a mené, je crois que c'était une opération de concertation là, sur un mois, où là, c'était sous forme de webinaire, par exemple. Voilà, de choses un peu à distance. Je sais qu'elle a fait aussi passer une sorte de city truck à travers la ville pour que les gens aient les informations via ce city truck sur la ZFE qu'ils comptent mettre en place. C'est vrai que on espère faire quelque chose d'un peu plus sur le terrain, mais à voir si cela va être possible. Alors, encore d'autres questions. Le contrôle sanction automatisé est envisagé en test sur 2023. Est-ce que la MEL est volontaire pour faire le test et la phase de pédagogie risque d'être longue? Oui, c'est vrai que si on était parti sur une phase pédagogique d'au moins 6 mois, donc en effet, après, pourquoi pas envisager de passer par le système de vidéo-verbalisation assistée par ordinateur, comme je vous expliquais tout à l'heure. En fait, l'Adréal nous avait dit justement qu'il était possible de reprendre en fait les caméras de vidéosurveillance qui existaient sur les communes, justement pour s'en servir et pour identifier les véhicules qui seraient en vignette critère 4-5 non classés, pour que les agents puissent ensuite valider les infractions, adresser les verbalisations et les envoyer aux usagers qui seraient en tort. Donc pourquoi pas avoir justement avant que le CSA n'arrive, avoir cette phase un petit peu de contrôle quand même automatisé, mais où on a quand même une action par des agents directement sur les territoires communaux. Mais bon, à voir, je sais que les communes sont un peu frileuses sur le sujet puisqu'elles n'ont pas forcément d'agents disponibles pour faire ça.
Donc, en effet, la phase pédagogique risque d'être longue. Donc, ça, c'est vraiment un travail qu'on doit continuer de mener avec les communes, puisque si on doit attendre le CSA, en effet, pendant ce laps de temps, la ZFE risque de ne pas être respectée. Mais on a prévu de rencontrer l'Adréal pour leur demander de l'aide, parce que là, tout seul, on n'y arrivera pas, concrètement. Alors, on a une autre question, mais je ne suis pas sûre qu'elle concerne vraiment uniquement, enfin qu'elle s'adresse uniquement à vous. Existe-t-il un modèle de cahier des charges uniquement pour réaliser une étude d'opportunité? Moi, j'ai la réponse. Sur le réseau, justement, je sais qu'au tout début, on en avait parlé, donc le réseau ADEME. Sur ce réseau, en fait, on partage justement des documents entre nous, entre collectivités qui avons mis en place ou souhaitons mettre en place une ZFE, et notre cahier des charges est dedans. Notre cahier des charges est accessible, vous pouvez justement le télécharger, il est accessible pour tous. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Je crois qu'il y a d'autres métropoles aussi qui ont dû le partager, mais en tout cas, il n'y a aucun problème, il est accessible. Je voudrais juste apporter un complément. Donc ça répondra également à la réponse de La Rochelle, à la question de une réponse à la question de La Rochelle qui avait posé la même question tout à l'heure sur l'accessibilité d'un cahier des charges. Et pour Madame Cornu, aussi à faire la différence entre vraiment le cahier des charges pour une étude de mise en œuvre d'une ZFE et ce qui est demandé dans le cadre du PCET, qui est quelque chose de beaucoup plus léger et pour lequel aujourd'hui on n'a pas encore de cahier des charges. C'est juste une petite précision. À moins que l'Adréal me dise le contraire. Mais... Non, l'Adréal ne va pas dire le contraire. Effectivement, dans le réseau que je mentionnais au début de ma présentation, des villes qui sont engagées dans des démarches ZFE, on trouve un certain nombre de cahiers des charges. Alors, ce ne sont pas des modèles, ce sont des vrais cahiers des charges, comme l'a dit Madame Henbel, des collectivités qui les ont rédigés. En revanche, effectivement, ce sont des cahiers des charges qui vont assez loin. À mon avis, ça va un peu au-delà de l'étude d'opportunité. Et l'étude d'opportunité qui n'est pas définie dans la réglementation, contrairement à l'étude réglementaire. Donc, c'est effectivement un sujet. Néanmoins, pour savoir, la question de l'étude d'opportunité, c'est quand même de savoir s'il est opportun ou pas, comme son nom l'indique, de créer une ZFE. Je pense quand même qu'il faut aller assez loin dans la scénarisation et les impacts des scénarios. Après, la conclusion, c'est que la ZFE n'est pas pertinente, ça dépend de toute la partie mise en œuvre de la ZFE. N'empêche que la partie choix des périmètres, choix des scénarios, impact des scénarios sur la qualité de l'air, c'est quand même la partie incontournable de l'étude d'opportunité. Justement, Gilles, vous posez une question à Pauline. L'étude d'opportunité sur la MEL a-t-elle évalué également les bénéfices secondaires de la ZFE, comme la réduction du bruit routier ou la réduction des accidents? Non, on est vraiment resté sur la partie ZFE pure. On n'a pas poussé jusque-là. Enfin, aujourd'hui, peut-être, pourquoi pas en effet l'élargir sur ces thématiques, mais pour l'instant, on est vraiment resté concentré sur la ZFE. Alors, je pense avoir fait le tour des questions qui vous concernaient. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Pauline ou on peut passer aux autres questions qui étaient restées en suspens, ou est-ce que vous avez d'autres plus générales qui s'adressent à l'un de nos intervenants? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, il nous restait donc deux questions auxquelles on n'avait pas répondu. Donc, pour Madame Cornu, qui demandait si un délai supplémentaire peut-il être laissé aux collectivités? Bien sûr que non, la loi est la loi, on n'a pas la latitude de la réécrire. Après, vous avez vu dans la présentation de la MEL que c'est quand même un gros chantier. Quand on le démarre maintenant, il est peu probable qu'on le termine dans le délai légal. À ma connaissance, il n'y a pas de sanction prévue dans la loi pour ceux qui ne respectent pas le délai.
pour être honnête, on a le même sujet sur les PCAET. Les obligés PCAET devaient avoir adopté leur PCAET avant le 31 décembre 2018. On est quand même loin du compte au niveau national et en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de sanctions qui sont prévues par la loi. En revanche, c'est vrai que ce qu'on dit dans les discussions, par exemple, avec l'ADEME, c'est que les aides de l'ADEME, ce serait bien qu'elles bénéficient en priorité à ceux qui ont fait l'effort de se doter d'un PCAET plutôt qu'aux autres. Bon, c'est aussi quelque chose qui pourrait être pris en compte en matière de ZFE et d'obligation à réaliser des études d'opportunité. Mais une fois de plus, il n'y a pas de sanction prévue par la loi si le délai n'est pas respecté. Et quelque part, il vaut mieux un travail bien fait hors délai qu'un travail bâclé dans les délais. C'est quelque chose que je n'écrirai pas, mais que je me permets de dire ici. Alors, une dernière question. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Alors, Monsieur Chopin qui nous disait tout à l'heure, les dispositions relatives aux ZFE ont été revues par le Sénat. Apparemment, les collectivités territoriales auraient le pouvoir de définir le cadre des ZFE-M. Avez-vous des précisions à nous donner sur ce point ? Non, pas pour ce qui me concerne. De toute façon, le Sénat a, pas mal amendé, c'est le moins qu'on puisse se dire, la petite loi qui était sortie de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas certain que le travail qu'a fait le Sénat soit conservé, loin de là, dans la version définitive. Donc, je pense qu'il est urgent d'attendre de voir ce que sera le texte définitif. Mais pour répondre à cette question précisément, non, je n'ai pas d'informations plus précises que ça. Alors, c'est pour toi, Agnès. L'estimation de l'impact sur la qualité de l'air de notre plan d'action a été faite pour notre PCAET par Atmoena. Cette étude peut-elle servir de base pour l'étude d'opportunité ? Alors, je ne pourrais pas répondre parce que je n'étais pas participante dans cette étude, donc je ne connais pas le contenu. Je pense qu'il faudrait voir quelle était la prise en compte du trafic dans cette étude. À mon avis, il y aurait quand même besoin de compléments pour vraiment répondre au cadre études d'opportunité ZFE. Mais je ne peux pas me prononcer ne connaissant pas réellement le contenu de cette étude. Pas d'autres questions ? Est-ce que vous, Pauline, Agnès, Cyril, Gilles, Aurore, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou des questions ? Ah si, on a une autre question. En complément de la question sur les bénéfices secondaires, existe-t-il des évaluations sur les impacts secondaires socio-économiques ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Bon, personnellement, je n'ai pas de réponse. Alors, je ne sais pas si Madame Henbel, dans les échanges qu'elle a eus avec d'autres collectivités, a des réponses à ces questions. Non, pareil. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va répondre avant moi, mais non. Il y a peu de chance. Non, c'est vrai qu'on n'a pas d'évaluation prévue sur les impacts socio-économiques. C'est vrai qu'à la base, en fait, vous pouvez mener une étude pour savoir justement le type de ménage, les ménages à faibles ressources, qui vont être impactés par la mesure. Ça, c'est des choses que l'on fait en amont, en fait, de la mise en place de la ZFE pour se rendre compte de l'impact que la ZFE aura lorsqu'elle sera mise en place. Mais en effet, je ne crois pas que cela a été mis en place ailleurs, mais pourquoi pas. Il y a également la question de la négociation avec les différents acteurs économiques impactés. C'est pas forcément une étude amont, mais je pense que dans le cas de la concertation, il doit remonter un certain nombre de choses. Vous mentionnez notamment la question des zones commerciales, celles qui étaient dedans, celles qui étaient dehors, c'est quand même un vrai sujet, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que même nous, à l'échelle de la MEL, c'est hyper compliqué.
je parlais d'Auchan, de Carrefour. Enfin voilà, il y a des zones un petit peu problématiques comme ça. Et là, je sais que cette zone, par exemple, la zone d'Auchan ne sera pas dans la ZFE, puisque nous, on a le directeur d'Auchan, il nous l'a dit, c'est anxiogène pour lui lorsqu'on parle de ZFE, puisqu'il dit, voilà, ça va toucher une partie de ma clientèle. Et en plus, à côté de ça, on va avoir justement le Carrefour qui va être disponible, accessible à tout le monde. Enfin, c'est quelque chose pour lui qui lui paraît juste impossible. Donc, en effet, là-dessus, c'est compliqué parce qu'on se dit, mince, on est en train de faire aussi des zones un petit peu de sortie, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'en effet, sinon, la commune ne suit pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de concilier tous les avis, mais on va y arriver. Mais les commerçants du centre-ville doivent se poser les mêmes questions. Oui, aussi. Oui, en effet, parce qu'eux aussi vont être impactés. Ils sont directement en zone ZFE, alors que finalement, les zones commerciales situées en périphérie ne le sont pas. Pareil, ça aussi, ça alimente les débats et certains maires sont contre. Donc, ouais, c'est une position un peu délicate. C'est un sujet qu'on a également chaque fois qu'il est question de piétonisation de rues en centre-ville ou de passage de lignes de tramway. Après, il faut réussir à vendre les bénéfices justement de ces actions pour les commerçants. Alors, c'est vrai que les commerçants, on a souvent du mal à se faire entendre, mais c'est vrai qu'en termes de qualité de vie globalement, d'aménité, de réduction du bruit, de fluidité de la circulation, de la place pour les mobilités douces. Enfin, il y a un certain nombre de bénéfices secondaires, ou pas secondaires d'ailleurs, qu'il est intéressant. Alors, je ne sais pas s'il faut les évaluer par une étude à amont, c'est compliqué, mais en tout cas les mettre en avant dans la concertation, me semble-t-il. Encore des questions ou là c'est bon qu'on a pu faire le tour, on a répondu à toutes vos questions, vos interrogations sur le sujet? En tout cas, si jamais après ce webinaire vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. On y répondra. Vous recevrez le replay ainsi que tous les éléments, toutes les présentations présentées ce matin. Vous recevrez tout ça d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi. Bon, et bien s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous de votre participation. Merci aux intervenants. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire, si on organise à nouveau quelque chose ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.